on parlait d'Internet tout à l'heure. Oui. Et figure-toi qu'on leur a posé des questions. Non, on leur a demandé de nous poser des questions. Voilà. De te poser des questions. Donc, de nous poser des questions. De nous poser des questions, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc, on a récupéré un sacré paquet de questions. Voilà. Et nous avons quelques questions que nous nous sommes réparties entre toi et moi. Eh bien, je te laisse commencer alors. Voilà. Entre toi et moi, parce que toi et moi, il n'y a pas de S ni de Z. Tout à fait. Donc, je vais commencer les questions. De nos chers internautes des internets. Sachant que certains, on a déjà un petit peu répondu. On a déjà un petit peu répondu, mais on va y revenir. On y revient peut-être avec d'autres tranquillement. mots, voilà. Donc, les premières questions autour de l'hypersensibilité de manière générale, je l'ai trouvée... je trouvais qu'il fallait qu'on te la pose. Elle est très intéressante. Alors, d'où vient l'hypersensibilité et quand faut-il la soigner? Ok. C'est pour ça que je la trouve très intéressante. Ouais. Alors... Si on regarde un peu les études actuelles, etc., c'est très compliqué de savoir d'où vient l'hypersensibilité parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Ça peut être des facteurs génétiques, environnementaux, des traumatismes, qui vont mettre le système en hypervigilance, en hyperréceptivité, en fait. Il y a plein d'aspects. Donc, c'est un peu difficile de savoir d'où ça vient. Et après, en plus, si tu vas dans les domaines même un peu plus spirituels ou autres, où on va te parler plus d'âmes plus vieilles, etc. Enfin, tu vois, il y a plein d'explications, en fait, à ça. Mais par contre, juste pour en revenir, tu le disais tout à l'heure, on est hypersensible à la naissance. C'est pas un truc qui se déclenche... Si on peut le devenir, justement, par exemple, quand on vit des traumas assez intenses. Ouais. Alors, ce qui est interactionnel, parce que en fait, quand tu es hypersensible, tu vis plus de traumas. Alors déjà, parce que tu ressens plus les choses. Donc voilà, les choses qui vont être supportées par des gens vont être plus traumatiques, en fait, pour toi. Et inversement, tu es plus naïf, tu es plus authentique, donc tu te soumets plus facilement à des personnes potentiellement un peu complexes, malsaines, etc. Donc tu vas être aussi plus facilement dans des situations où tu vas vivre des traumatismes. On l'a vécu déjà ne serait-ce qu'à l'école, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, quand faut-il la soigner? Quand faut-il la soigner? Doliprane, qu'est-ce qu'on prend? Alors, c'est pas une maladie, c'est une façon d'être. Oui. Ça devient problématique quand on le vit mal, en fait, tout simplement. Moi, je me rappelle, j'ai une patiente, par exemple, qui est arrivée, très hypersensible, qui a beaucoup de mal à se reconnaître là-dedans, mais elle m'a dit, voilà, moi, je viens parce que j'ai un problème avec ma personnalité. Direct, tu vois. Ouais. Bon, là, c'est compliqué, parce qu'en fait, mais ce qui est cohérent, hein, parce que quand tu es hypersensible et que tu te construis dans une norme qui ne fonctionne pas comme toi, tu t'aimes pas, en fait. Tu t'aimes pas, tu te penses comme un problème, comme différent des autres, mais dans le sens négatif. Donc forcément, tout ce qui fait partie de toi, le plus profond de toi, c'est tout ce que tu vas rejeter. Ouais, tu le rejettes. Ouais. Donc du coup, c'est là où il faut la soigner, entre guillemets. C'est pas la soigner, mais c'est plus se reconnecter avec. Ouais. Et, d'accepter de manière, sous un autre prisme, son hypersensibilité, en fait. C'est plutôt ça. Ouais. Pour après apprendre à la déployer. Ok, très bien. Sébastien, deuxième question. Alors, est-ce qu'on ne serait pas tous hypersensibles, mais que celle-ci soit plus ou moins exacerbée par rapport à notre ou à nos traits de caractère? C'est un truc que j'entends assez souvent, ça aussi avant que tu répondes, mais tout le monde, des personnes m'ont dit, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous hypersensibles sur un niveau plus ou moins élevé? En fait, on le serait tous, mais certains le sont plus que d'autres. Enfin voilà, il y a une sorte de... Alors, on va dire qu'on est tous les mêmes êtres humains, donc on a tous de la sensibilité en nous. De base, Quand tu es hypersensible, tu sais que tout le monde ne l'est pas. Parce que tu sais que tu galères là où d'autres galèrent pas. Tu le sens, tu le vois. Enfin, voilà, tu vois. Donc après, oui, effectivement, c'est un continuum. Mais quand même, tu vois, moi, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'étais pas chez moi. Donc, je me suis douchée. Et puis, il y avait un savon qui n'était pas le mien, qui était plus chimique, qui sentait plus fort, etc. Je sentais que ma fille me parlait. J'arrivais pas à l'écouter parce que j'avais cette odeur qui était... Enfin, tu vois, voilà, ça, c'est peut-être qu'il y a d'autres gens qui le vivent, mais pas à ce niveau-là, en fait. Ça va pas les perturber dans leur communication de sentir une odeur qui n'est pas habituelle, par exemple. Ouais, ou un petit son qui est en fond, et du coup, tu perds totalement le fil d'une conversation, et la personne a l'impression que tu l'écoutes pas, que tu n'en as rien à foutre, sauf que toi, tu étais juste perturbé par ce petit ding-ding qui est au bout, là. Et qui... ça, c'est le sort de ma vie. Hein. Ah ouais, moi aussi. Ah, moi, le bruit et la musique, c'est pour ça que j'ai du mal à aller dans les bars. Même la sollicitation visuelle. Genre, je discute avec un, et puis il se passe un truc au fond. Ouais, tu vois, il se passe un truc, et... la dernière fois, je discutais avec un ami qui était juste
là où tu es assise en ce moment. Et puis derrière, j'ai un aquarium et j'avais mon petit poisson qui faisait des ronds. Et puis je ne pouvais pas m'empêcher de temps en temps de le regarder ce petit rond. Et du coup, j'écoutais plus. Je me disais, mais attends, mais concentre-toi. C'est ça. Donc voilà, je pense que quand on l'est vraiment, on sait aussi ce que ça représente. Par exemple, quand tu as fait, comme tu dis, 2 heures de magasin et que tu es obligé de dormir parce que tu n'en peux plus, parce que ça de dormir ou de te poser. Bon, il y a des gens, ils vivent pas ça. Ils vivent pas ça. Ils peuvent passer toute la journée dans les boutiques et puis vont aller très bien le soir. Donc il y a quand même des différences assez majeures dans le ressenti, quoi. Et l'agoraphobie peut faire partie de l'hypersensibilité? Moi, c'est très souvent, dès que je suis dehors et qu'il y a beaucoup de monde, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer chez moi et de m'enfermer et de tous les tuer, quoi. Oui, en fait, alors c'est pas l'agoraphobie, c'est qu'en fait, et ça fait beaucoup partie des thérapies d'hypersensibles, c'est de comprendre en fait quel est le problème. Le problème, c'est un problème de sursensorialité. Donc en fait, on n'a pas des problèmes. On peut avoir des problèmes parce qu'on va mal s'étiqueter. On va se croire, par exemple, en colère ou plein d'autres choses. Et en fait, c'est pas qu'on est en colère, c'est qu'on est saturé, en fait, tout simplement, tu vois. Et vraiment, dans l'hypersensibilité, c'est ça, c'est que mon système nerveux est beaucoup plus réceptif. Donc, en fait, là où chez quelqu'un d'autre, ça va monter tout doucement, chez moi, au bout de 2 heures, c'est complètement au taquet, en fait. Donc, forcément, je me sens envahie. En fait, c'est pas que je suis agoraphobe, c'est que je suis envahie de stimulation et que c'est trop, en fait. C'est intéressant. Du coup, je viens d'apprendre un truc qui résonne en moi. Ce côté de saturation, c'est que des fois, dès qu'il se passe trop de trucs, mais pour moi, c'était de la susceptibilité où j'étais en mode, plus personne peut me parler, mais j'étais vénère, j'ai envoyé chez tout le monde. Je pensais que j'étais en colère, mais en fait, du coup, non, c'est juste que moi, j'ai atteint la jauge et que avant que ça explose, c'est l'aiguille qui est dans le rouge et qui fait stop. Il te faut enlever un peu de. C'est ça. Et on travaille beaucoup. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur ce côté de justement ressentir la saturation et la calmer. Donc ça passe uniquement par un côté sensoriel, c'est-à-dire par exemple, quand tu sens ça, tu te mets au calme, tu te mets dans le noir. Mais des fois, même 5 minutes, ça peut suffire. Ou si tu es au resto, tu vas dans les toilettes ou ce genre de choses pour juste faire redescendre en fait le niveau de stimulation. Parce que dans l'hypersensibilité, donc on reçoit toutes les stimulations et en plus on les traite toutes de façon consciente, ce qui est différent des autres personnes qui ont des filtres justement qui font ça un peu pour elles. Et c'est pour ça que dans les milieux plus spirituels, on dit qu'on est plus éveillé parce qu'on est en totale conscience en fait de tout ce qui se passe. Tout l'environnement. Et donc ça fait des quantités d'informations que tu perçois en fait, que tu conscientises, tu vois. Donc forcément, ça fait beaucoup vite en fait. C'est intéressant parce que quand je faisais mes premiers courts-métrages à Paris, je me rendais compte que je m'énervais sur tous mes tournages. Parce que quand tu réalises, ou même quand je m'occupais moi de l'image, donc c'est quand même assez important, des lumières, je me rendais compte, du coup, j'étais en surstimulation parce que j'écoutais le réal, j'écoutais les comédiens qui faisaient les cons à côté, plus il fallait gérer mon assistant ou à côté. Et en fait, très vite, je me retrouvais à être très désagréable et pas cool pour les autres, quoi. Et très souvent je me suis énervé contre le réal, contre tout le monde parce que j'avais besoin de sortir et en fait c'est pas, donc j'avais mis ça sur le fait que ça me gonfle parce que c'était pas comme moi je voulais que ça avance, mais en fait finalement avec ce que tu dis, c'est intéressant de faire ce podcast parce que j'apprends des choses sur moi. Ça fera 60 € s'il te plaît. Non mais du coup ça veut dire que en fait c'est juste que je suis surstimulé et que j'ai juste besoin de me calmer. Et sans mes tournages après, j'ai juste appris à prendre du recul. On va dire, en fait, c'est pas grave s'il y a du bruit à côté, c'est pas grave si la lumière, elle est pas exactement comme j'aurais voulu. J'ai appris à prendre un petit peu de recul et de désamorcer avec l'humour. Donc, c'est-à-dire qu'avec le temps, quand ça allait pas bien, je faisais une blague ou deux, j'allais faire chier quelqu'un et dire, ou alors les comédiens qui parlent trop, comme d'hab, qui font les cons, j'allais aller voir, faire un peu les cons avec eux, et maintenant vous fermez vos gueules. Maintenant on y revient. Voilà. Et c'est vrai que donc tu trouves des astuces, mais du coup, c'est pas de l'énervement, c'est de la sursaturation. Ouais, sursollicitation. Et du coup, qui peut être beaucoup mieux géré et tu peux augmenter ton niveau de capacité sensorielle quand tu le sais. Parce que du coup, tu l'abordes différemment, mais tu n'es pas obligé forcément tout le temps de t'extraire. C'est-à-dire que, si tu veux, quand tu le sais pas, comme tu dis, tu vas te dire pourquoi je suis comme ça, pourquoi je supporte pas, je suis pas cool parce que je devrais, etc. Et tout ça, toutes ces pensées, c'est aussi des stimulations, en fait. Tu vois ? Donc, ça fait comme une caisse de résonance un peu. Donc, si tu te dis juste, ok, je suis hypersensible, là, j'ai beaucoup de stimulation, et c'est pas grave, ça va le faire, tu vois, et je me calme, ça évite que ça fasse un peu boule de neige, en fait. Et puis c'est un peu les principes de la méditation, ça sert à ça aussi, c'est un outil, c'est pour ça que la méditation, c'est très important. Enfin, du moins pour moi, ça évite de réagir aux événements, du coup. Et tu prends, du coup, conscience que, en fait, c'est
c'est toutes ces petites choses qui viennent te mettre des petits coups et que c'est pas vraiment toi ou la situation ou les gens qui t'énervent et du coup, moi, ça me permet de désamorcer, de prendre du recul et du coup, je me rappelle, c'était un schéma que tu m'avais fait, ça aussi, où du coup, tu perçois les choses d'une certaine manière, tu les interprètes et tu renvoies un truc qui est encore plus violent et du coup, la personne est agressée, elle te renvoie un truc et c'est un cheminement, voilà. Et en fait, une fois que j'ai inversé cette tendance-là, du coup, à ressortir un truc un peu plus cool, quand il y avait une tension, et du coup, la personne recevait le truc et elle s'abaissait aussi, et du coup, ça se calme plus rapidement, plutôt que d'éteindre un feu avec de l'essence, quoi, par exemple. C'est beau, hein? C'est beau, putain. Ce que je dis. Oui, alors juste pour préciser, du coup, par rapport à la question, est-ce qu'on ne serait pas tous hypersensibles? C'est important aussi de dire que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui se ressent. Et donc, si la personne elle pose aussi cette question, peut-être qu'elle ressent aussi que peut-être elle est hypersensible ou quoi. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a que la personne qui le vit qui peut savoir si elle est hypersensible ou pas. Moi, je peux donner une validation, entre guillemets, mais je le précise quand même aux gens que si vous le sentez, si ça vous parle, c'est que vous l'êtes, en fait, tout simplement. Ouais, ça, je ne poserai pas la question, en fait. Mais complètement, ouais. Okay. Parce que tu vois, tu peux avoir des fois justement des thérapeutes spécialisés dans le diagnostic. Moi, j'ai des patients qui arrivent en me disant, ben voilà, on m'a dit que, je me sens Asperger, mais on m'a dit que je l'étais pas. Bon, si tu le sens, voilà. Mais après, ça peut ne pas se détecter par contre, parce que tu peux être très très intériorisé. Tu peux être aussi, par exemple, comme moi, très compensé, donc ça se voit pas. Mais voilà, c'est aussi important d'écouter son ressenti et au-delà de ça, d'avancer avec ce qui nous fait avancer. Ça veut dire qu'à un moment donné, si quand je me dis bon, je suis hypersensible, je vais mieux et je comprends des choses de moi, au final, on s'en fout que je le sois ou que je le sois pas, quoi. Ce qui compte, c'est le résultat, en fait. C'est ça. Mais c'est pour ça que moi, j'ai un peu peur de me faire tester. Ouais. Tu vois, j'ai peur parce que j'ai peur du résultat, comme disent, quand tu parles d'Asperger ou autre, et en fait, je sais pas du tout, moi, où j'en suis dans mon truc. Et donc, j'ai un peu peur de faire des tests ou autre pour savoir si je le suis, parce que j'aurais peut-être envie de l'être ou de mettre un mot et ça me dit en fait tu l'es pas, et du coup ça me ferait poser encore plus de questions, mais alors du coup pourquoi je suis complètement chelou et du coup, enfin, pour moi, hypersensible tu l'es. Après la question c'est de savoir est-ce que t'es HPI ou tout ça, et les tests ça sert à ça, quoi, en fait. C'est ça. Moi en fait j'ai pas du tout besoin, je ressens pas du tout le besoin de, je sais pas si je suis HPI et puis je m'en fous, en fait. Là aujourd'hui c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de, enfin, je sais qui je suis, et ça me suffit, ça me va très bien. Peut-être dans 10 ans j'aurai pas le même discours, mais aujourd'hui vraiment j'ai pas besoin de plus, quoi. Nous allons enchaîner peut-être avec la question numéro 3 que je vais poser, du coup. Je t'en prie. Donc la personne qui a posé la question précédente, du coup, me dit: je viens de repenser à la question que je viens de poser en me disant, mais est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est compréhensible? Est-ce que je dis pas de la merde? J'adore. Je suis sûr que quelqu'un va la poser, alors ça sert à quoi que je la pose? Ou le contraire, que c'est tellement logique que personne ne va la poser. Au pire, je te la pose, et si tu ne la sectionnes pas, tant pis, au moins j'ai essayé. Donc tu es bien hypersensible. Voilà, c'est exactement. Mais ça, c'est aussi un traumatisme d'école, en fait, où des fois tu poses une question, tu fais putain, c'est quoi cette question débile ou autre, où tu prends des réflexions aussi, tu vois. Ouais, mais je pense que justement dans ce schéma de pensée d'hypersensible, d'avoir 1 milliard de questions, qu'il faut. Puis de se perdre dans le doute. De se perdre, et du coup, temps, tu inaction derrière inaction. Donc si tu fais pas, tu peux pas faire, tu peux pas avoir confiance en toi. Enfin, c'est mon propre avis là-dessus, quoi. Mais j'ai trouvé marrant, non, mais enfin, ça m'a beaucoup parlé, donc c'est pour ça que je l'ai laissé, quoi. Et du coup, à mon tour. À ton tour, ça a été très rapide. Du coup, on lui a répondu, c'est qu'elle est hypersensible et alors, on peut pas, sur une question dire ça comme ça, mais la question, elle est parlante. On voit que ça réfléchit loin à l'intérieur. T'as l'impression enfin voilà, il y a des dans ta tête, tu vois, ça me parle, ça. Et tu as le droit de poser des questions, même si ça sent. C'est l'impression qu'elles sont pas pertinentes, quoi. Si tu poses une question, c'est quelque part, c'est que tu cherches une réponse. Tu cherches une réponse, donc pose-la. Exactement. Alors, donc une nouvelle question du coup. Est-ce que hypersensibilité rime avec culpabilité exacerbée et rime aussi avec une mauvaise gestion du conflit, du mal à se défendre, à légitimer nos coups de gueule sans se dire que peut-être on s'est emporté et à ruminer des altercations pendant des jours? Alors, bon, je dirais plutôt oui, dans le sens où quand on est hypersensible, en fait, tout simplement, on se questionne sur soi en permanence et sur sa place et comment on doit être, comment on doit agir, et est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a mal fait, est-ce qu'on est méchant, est-ce qu'on est gentil. Donc oui, en général, quand il y a tout ce genre de propos intérieurs sans cesse,
c'est qu'il y a beaucoup de réflexion intérieure en fait, hein, et aussi voilà, beaucoup de difficultés à faire cette interface entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment, comme tu disais, comment j'agis à l'extérieur de moi. Après, chacun a des mécanismes différents en fonction de son vécu. Moi, par exemple, la culpabilité, c'est pas un truc que je connais parce que j'ai vite compris qu'en tant que mécanisme mental, ça servait à rien. Mais il y a des personnes il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont énormément dans la culpabilité. Ouais. Ouais. Moi, je le suis énormément. Ouais. Je suis à chaque fois, j'ai l'impression quand je vais interagir avec quelqu'un, de faire très attention à tout, parce que je me dis sinon je vais la blesser, je vais être méchant, je vais m'en vouloir, et des fois quand je suis un peu froid avec quelqu'un, je m'en veux pendant des jours, ou une conversation passée, où moi je suis vachement je suis à fond là-dedans dans la culpabilité en permanence et à tort. Alors je le suis de moins en moins parce que justement j'ai commencé à intégrer pas mal de choses, et il y a beaucoup d'interprétations aussi. Enfin voilà, des fois je culpabilise de fiction, enfin de scénarios fictifs. Ouais. J'imagine, j'interprète à la place des autres et je me dis oh là là, alors que la personne elle est déjà 20 km plus loin, tu vois. Enfin, c'est juste moi dans ma tête, mais du coup, moi c'est quelque chose que je vis énormément. Je suis assez d'accord, et c'est vrai que moi je culpabilise aussi beaucoup, et ça me torture pendant très très longtemps, et ça arrive parfois avec des amis en fait, où je me rends compte que je leur ai pas parlé depuis des mois ou des années même, et du coup d'un coup j'ai un flash, j'ai un pic en mode oh, putain, mais pourquoi je leur ai pas parlé, je vais essayer de les rappeler, et je vais culpabiliser de pas avoir donné de suite, ou de pas les avoir écrit, et je me sens mal, mais ça peut vraiment me torturer, ça peut me tenir éveillé, m'empêcher de dormir, quoi, ce genre de choses, quoi. Ah ouais, c'est assez fort, quoi. Après, ça, c'est des sujets qu'on travaille énormément dans les thérapies. Et justement, ce qui fait du sens souvent, c'est qu'en fait, les patients hypersensibles, dès qu'ils captent le sens des choses, ils passent à autre chose. Et du coup, moi, je travaille beaucoup sur les mécanismes intérieurs, et notamment les mécanismes de pensée, et de comprendre, en fait, c'est comme un peu l'écologie de la pensée, c'est-à-dire, est-ce que la pensée, elle me sert ou elle me sert pas? Et c'est là où je disais la culpabilité. En fait, c'est revenir sur quelque chose qui est passé en se refaisant un film que de toute façon, qui a déjà existé. Donc, en tant que mécanisme mental, pour les personnes du coup qui sont dans la culpabilité, c'est pas un mécanisme qui a d'intérêt, en fait. Si on le prend purement comme un processus mental. J'ai envie que tout le monde m'aime, toi. Alors c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu expliques ça, du coup, tu peux basculer sur d'autres processus mentaux parce que tu es sensible, tu es empathique, donc c'est normal que tu te remettes en question, on va dire. Mais par contre, la culpabilité, c'est pas une énergie en fait qui va être utile ni pour toi ni pour les autres, donc tu vas plus basculer sur, moi je sais que c'est mon cas, c'est j'observe, je fais le point, je comprends ce qui s'est passé et je fais différemment, par exemple, sur la suite, en fait. D'accord. Tu vois après, quand tu comprends un peu les changements de mécanismes mentaux et que tu n'arrives pas à les opérer, c'est parce que en fait, il y a d'autres choses en dessous à travailler au niveau de la personnalité, comme justement l'estime de soi, ou tout un tas de choses sous-jacent, quoi. Ok. Est-ce qu'une personne hypersensible est plus sensible à l'actualité, par exemple le climat, la guerre, des attentats à la politique, qui est un sujet qui est d'actualité du coup? Ouais. Alors ça, c'est pareil au niveau des mécanismes mentaux. Alors quand on est hypersensible, la chance qu'on a, ça peut être un défaut, mais c'est aussi une chance, c'est d'avoir accès à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi de façon consciente, et du coup de pouvoir, quand on comprend ça, avoir une prise dessus beaucoup plus volontaire, en fait. En fait, comme je disais tout à l'heure, on hyper reçoit. Donc, à un moment donné, c'est intéressant de se demander qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, en fait. C'est-à-dire, vu que tout ce que je reçois a un impact sur l'intérieur de moi, sur ce que je me dis, comment je me sens, etc., je vais peut-être commencer à sélectionner, en fait, les informations qui entrent à l'intérieur de moi. Donc, ça peut être les actualités, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'environnement, les musiques que j'écoute, les films que je regarde, etc. C'est-à-dire vraiment de faire cette conscience que tout ce qui entre. Et que du coup, peut-être je peux choisir mieux ce qui entre. Et en fait, c'est d'enlever aussi cette croyance que oui, mais je souffre parce que le monde va mal, etc. Et c'est dur pour moi, je le comprends très bien. Mais en même temps, souffrir à l'intérieur de soi, ça n'aide personne et surtout pas la personne qui le vit à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est être vraiment conscient de son fonctionnement, l'assainir en fait en soi, se rendre plus
plus positif parce que justement on fait entrer moins de choses à l'intérieur négatives qui vont nous plomber, mais par contre agir pour les causes qui nous parlent et mettre en place plutôt des actions en fait qu'une réception de trucs hyper lourds, quoi. Exactement, et c'est là que j'allais en venir parce que du coup moi c'est des trucs, je me disais en fait c'est des trucs qui me préoccupent énormément en fait. Effectivement, je me rappelle quand tu m'avais appelé pour la guerre en Ukraine, que tu n'étais pas bien. Ah, j'étais vraiment pas bien, et du coup je me dis mais si je me protège dedans, je vais entre guillemets sélectionner ce qui vient à moi comme information, mais d'un côté je me dis je veux pas entendre parler de la guerre, nanana, donc j'ai l'impression d'un autre côté de culpabiliser, de fermer les yeux sur des trucs graves qui se passent dans le monde, et ça me fait culpabiliser pour revenir à la question d'avant, tu vois, de me dire mais je m'intéresse pas à ça, je suis là dans ma petite vie à m'occuper de mes petites fesses et de mon petit bien-être pendant qu'il y a des gens qui meurent, enfin, et du coup t'as souvent cette sensation de vouloir être Superman et de sauver le monde entier en fait, je culpabilise en fait de me désintéresser du truc, mais c'est important de dire après concrètement de pouvoir agir sur ces trucs là, par exemple localement par rapport au climat, tu vois, sur de vraiment s'engager en tant que personne, et pas juste de regarder l'actualité, d'être au fait de ce qui se passe en fait, parce que ça te nourrit négativement, alors qu'en fait te préoccuper de, par exemple, pour en revenir au climat, de l'écologie, de le faire dans ton quartier, dans ton truc, c'est une manière de s'investir et de tourner le négatif en positif. Ouais. Carrément. C'est-à-dire que c'est vraiment de comprendre que la pensée, elle peut être destructrice et complètement inutile, en fait. Ouais. Et que quand on est sensible et empathique, on a l'impression d'être bien en portant des causes à l'intérieur de notre tête. Ouais, en fait, ça fait juste que nous plomber. Ouais. Et j'ai encore un patient là, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps en me disant qu'il avait vu le film Don't Look Up. Je ne sais pas si je l'ai regardé. Ouais. Et il m'a dit depuis, ça ne va pas du tout. C'est horrible et tout ça, je me sens mal, tout ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, en fait, pendant une semaine ou deux, plus rien, en fait, plus d'informations, plus d'entrées, etc. Parce que lui, il était trop mal parce qu'il se rendait compte de l'ampleur de l'état du monde, etc. Ouais. Mais en fait, je lui ai expliqué, mais plus vous allez mal, moins vous allez agir, en fait. Tu vois, moi, je ne regarde pas les informations, je ne sais pas où ça en est la guerre. Ouais. Pourtant, tous les jours, j'essaye de participer à ma façon, par ma façon d'être chez moi au niveau de l'écologie, par ma façon d'aider les patients. On reste humain, en fait. C'est pas parce qu'on ne s'assaille pas d'informations négatives qu'on devient moins humain, au contraire. Parce qu'on va mieux et du coup, on est plus puissant, en fait, pour agir. Ouais, ça, je pense que c'est très important parce que je pense que normalement, beaucoup de personnes hypersensibles vivent ça, la question. Enfin, je connais la personne qui me l'a posée et je suis pareil que lui. Et voilà, Kiki Pitou, je te fais un bisou. Il se reconnaîtra. Pitou Ingalls. Donc du coup, c'est à ton tour, mais nous allons changer de thématique. Nous allons rentrer dans le merveilleux monde de l'amour, de love, et de l'image de soi-même et de tout ce que ça, tout ce que ça incorpore chez les hypersensibles, peut-être encore plus que. Effectivement, on a eu quelques questions. On en a eu pas mal qui parlaient de l'amour. Voilà, on les a regroupées, donc je te laisse attaquer. Alors, première question qu'on a reçue. Comment expliquer le fait que certaines personnes attirent ou sont attirées toujours par le même type de relations destructrices? Comment stopper concrètement ce type de schéma autodestructeur? Cette personne nous donne un exemple. Elle nous dit, soit j'attire des hommes qui me redonnent espoir en l'amour, mais qui finissent tôt ou tard par me laisser tomber, m'abandonner. Et quand j'essaie de savoir pourquoi et de me remettre en question, j'ai toujours la même réponse, et peu importe la durée de la relation, y compris donc même avec le père de son enfant, et tous lui répondent qu'elle n'a aucun reproche à se faire à elle, mais que c'est eux le problème, quoi. Et ensuite, elle nous dit aussi, soit elle est attirée aussi par des hommes qui sont vraiment bien, et à qui elle ne plaît pas, et qui vont la rejeter. Donc, et elle rajoute, même constat, je ne me sens jamais accepté pour qui je suis, et je me sens terriblement blessé à chaque fois. Ok. Plusieurs questions dans la question. Il y a beaucoup d'informations. Alors, on reprend du début. On va reprendre du début. Là, j'étais juste lis tout son truc. Voilà. Donc, on va prendre sa première question, qui est de comment expliquer le fait que certaines personnes attirent ou sont attirées toujours par le même type de relation destructrice. Alors, il y a plein de façons d'aborder les choses et de répondre. Ce que je peux dire, de mon point de vue, c'est que hypersensible ne veut pas forcément dire gentil, empathique, bisounours. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends vraiment les deux extrêmes de l'hypersensibilité, tu peux avoir l'empathe et le narcissique, le pervers narcissique. Tu peux avoir le Dalai Lama et Hitler. En fait, c'est deux personnes qui sont hypersensibles. Comme je disais tout à l'heure, l'hypersensibilité, c'est le niveau d'information que tu reçois. Après, en fonction de
de ta construction de personnalité, ne vas pas utiliser ces informations de la même façon. Donc là où, par exemple, je sais pas moi, si je te vois triste et que je suis plutôt saine dans ma personnalité, je vais avoir l'envie de te faire aller bien, etc. Si je suis très narcissique et très blessée, puisque les pervers narcissiques sont des personnes extrêmement blessées, pour prendre l'autre extrême, je vais me dire il me regarde comme ça, il doit avoir un truc contre moi, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, la perception n'est pas utilisée de la même façon. Ouais. Donc ce qui fait qu'on peut avoir des personnes qui sont totalement opposées en termes de réaction, bienveillantes, malveillantes, entre guillemets. Ouais. Pour autant, il y a cette attraction de l'hypersensibilité. C'est-à-dire que dans l'hypersensibilité, on se reconnaît, on se ressent, on a les mêmes... Voilà, il y a une vibration, il y a un truc qui fait qu'on est un peu attiré en fait l'un par l'autre. Ouais, c'est ça, il y a vraiment un magnétisme entre les deux parce que du coup, tu te dis, cette personne, elle me comprend. Alors, elle a compris mon état, mais par contre, l'utilisation qu'elle va en faire n'est pas du tout celle qu'une personne empathe. Oui, et du coup, dans ce genre de binôme, pour répondre un peu plus précisément à la question, il y a aussi les positionnements qui sont importants, c'est-à-dire, par exemple, justement, le positionnement de sauveur. Quand on est très empathique et qu'on est hypersensible, on veut sauver les gens. On veut sauver l'autre, ouais. Ouais. Et donc, forcément, vu qu'on a besoin... Le positionnement de sauveur, c'est un positionnement malsain. C'est difficile de le voir comme ça parce que, en fait... c'est gentil de sauver les gens, mais en fait c'est malsain parce qu'on va venir du coup chercher des gens blessés pour les sauver parce que nous, ça nous donne une existence en fait et une façon d'être aimé. Ouais. Donc cette personne-là, peut-être ça peut être intéressant qu'elle aille voir pourquoi elle se tourne vers ce genre de personnes, mais sans se dire il y a que des gens méchants autour de moi, mais en se disant c'est quoi chez moi en fait. Quel est le besoin que je viens nourrir en fait en allant vers ce genre d'homme? C'était le cas pour moi. J'ai eu besoin très souvent d'aller voir des filles qui me sauvaient des filles en fait, et qui au final me faisaient du mal. Mais c'est pour ça que je m'attribue assez bien ces questions à elles parce que c'est un peu le cas. Moi, j'ai toujours tendance à être attiré par des filles qui me font vraiment du mal, quoi. Et moi aussi, j'ai eu une expérience comme ça, du coup, avec une fille où il y a eu une forte connexion en fait et donc, elle était plus jeune que moi et moi, je me suis dit, elle était un peu perdue, tout ça. Et j'ai senti ce truc de me dire, je sens qu'elle est comme moi. Je vais l'aider vu que je suis plus âgé, tu vois, je vais l'aider à être mieux, à agir différemment, à moins subir sa vie, en fait. Et elle, du coup, elle me comprenait aussi. Et elle a connu ce message-là et ça n'a servi, entre guillemets, différemment. Et du coup, ça a été trop compliqué. Et ouais, c'est un truc où je me suis perdu. Je voulais à tout prix être sauveur en me disant je vais réussir à la changer. Et au final, c'est moi qui me suis perdu un peu là-dedans. Mais du coup, ça pose la fameuse question, est-ce que hypersensible et hypersensible sont compatibles? Est-ce que c'est une bonne idée de se mettre en couple entre hypersensibles ou au contraire, il nous faudrait plus quelqu'un de plus lambda? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend des gens et des besoins de chacun, même juste par rapport à ce qu'on disait avant. De toute façon, voilà, quelqu'un qui va tomber sur quelqu'un de destructeur, c'est parce qu'il a besoin aussi encore à ce stade où il en est, de sauver. Et c'est aussi les relations qui nous font apprendre et comprendre des choses pour aller plus juste vers soi-même. Hypersensible ou pas, ça dépend, tu vois. Moi, j'ai eu plusieurs genres de relations, par exemple, où j'avais besoin plus de me canaliser, de me poser, d'être avec quelqu'un de simple, en fait, qui ne fonctionnait pas comme moi. Ça a passé un temps. À ce jour d'aujourd'hui, je te dirais que moi, j'ai besoin d'être avec un hypersensible parce que ce qui va primer pour moi, c'est de partager quelque chose d'intense, en fait, d'essentiel. Mais je ne pense pas qu'il y ait de réponse unique. Et alors, du coup, sa deuxième question, c'était comment stopper concrètement ce type de schéma autodestructeur? Travailler sur soi. Surtout pas tomber dans le piège de juger l'autre, même s'il a des comportements qui sont pas forcément bienveillants. Mais encore une fois, comme je disais, c'est comprendre en fait qu'est-ce qui chez soi est carencé et qui fait qu'on a besoin inconsciemment. C'est pas évident de trouver parce que c'est des choses inconscientes, mais qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller vers ce genre de personnes, quoi. Ouais, c'est dur d'avoir l'objectivité aussi, de vraiment comprendre et de... Ça nécessite de soulever des choses qu'on n'a peut-être pas envie, qui sont sous le tapis. Bien sûr. Et on se ment un peu à soi-même des fois. Ah oui, complet. Et des fois, c'est compliqué de se dire, bon, je le soulève ce tapis ou pas, mais je pense que tôt ou tard, il faut commencer au moins ne serait-ce qu'à regarder qu'est-ce qu'il y a dessous, quoi. Ouais. Et là, typiquement, voilà, c'est quelle est mon estime de moi, comment je me respecte, qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour être aimée, voilà, ce genre de choses. Quelles sont mes limites
Et des fois, pour certaines personnes aussi, ça peut aider de se dire, bon, bah, si j'avais quelqu'un qui n'est pas blessé et qui va juste bien, comment je le vivrais? Et moi, quand je pose cette question en thérapie, souvent, ils me disent, ah non, mais là, je pourrais pas parce que je me sentirais nulle, en fait. Ouais, inutile. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Ouais. C'est ça. Ouais. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, moi aussi. Donc ça, c'est travailler sur soi pour comprendre pourquoi je me sens nulle et pourquoi quand j'ai pas l'impression d'apporter, c'est ça. Je me sens pas à ma place, quoi. Au final, on n'est pas là pour apporter des choses, on est là pour partager des choses. C'est exactement. Et moi, ça me saute aux yeux, ça. C'est que j'ai l'impression de toujours vouloir. Il faut que je sois avec quelqu'un où j'ai l'impression de pouvoir lui apporter quelque chose, de faire des trucs, sinon je sers à rien et je suis nul en fait. Et je me dis, la personne, elle va se faire chier. Elle va se faire chier avec moi, tu vois. Je vais être ultra chiant à vivre et en fait, c'est là le problème, enfin l'erreur, quoi. Je pense. Faut vraiment que s'accepter, quoi, en fait. Faut s'accepter soi-même comme on est. Et puis si ça convient pas à la personne, c'est qu'on n'est pas fait pour elle. Et puis tant pis, quoi. Ok, on enchaîne avec la dernière question. Dernière question. Plusieurs questions dans la question. On va faire comme tout à l'heure. Je te la lis en entier et ensuite voilà. Donc, toutes mes relations amoureuses sont toujours terminées pour les mêmes raisons, le manque de confiance en moi et en l'autre. Je vais tout le temps me dire pourquoi il est avec moi. Il peut trouver mieux à chaque coin de rue. Je vais tout interpréter, souvent mal. S'il est avec ses amis, collègues, famille ce soir, c'est qu'il ne m'aime pas. C'est que je ne suis pas assez intéressante. Il va trouver mieux là-bas, etc. J'ai sans cesse le besoin d'être rassuré et je crois que ce besoin ne sera jamais rassasié, car le problème vient de moi, que ce n'est pas à l'autre de prouver ma malheur, mais à moi avant tout. J'ai suivi plusieurs thérapies, psychiatres, psychologues, et pour l'instant, je n'arrive pas à avancer de ce côté. Je ne pense pas être hypersensible. En tout cas, on ne m'a jamais parlé lors de mes thérapies. Le trouble de la personnalité borderline a été évoqué, mais rien n'a encore été posé. J'ai toujours peur d'être rejeté, ça finit toujours par arriver. J'aimerais vivre mes relations amoureuses sereinement, mais je n'y arrive pas. Les questions arrivent. Que pourrais-je faire pour avoir confiance en moi ? Est-ce que les échecs passés sont forcément de ma faute ou bien est-il possible que quelqu'un réponde à mon besoin d'être rassuré sans que ce soit de manière forcée, contrainte ? Et dernière question, existe-t-il des personnes qui ne sont tout simplement pas faites pour les relations amoureuses durables ? Question existentielle. Un peu, mais... Alors, sur la deuxième question, peut-être pour commencer, est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un qui va me rassurer, c'est ça ? C'est ça. C'est addictif en fait, ça. C'est des mécanismes compulsifs d'avoir besoin d'être rassuré, tout comme plein d'autres choses, d'avoir besoin de validation, d'avoir besoin, je sais pas de quoi, peu importe, d'avoir besoin de quelque chose à l'extérieur, ça a jamais de fin en fait. Parce qu'en effet, c'est hyper juste et hyper lucide en fait tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de soi, ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est à l'intérieur de soi qu'il faut se rassurer. C'est un travail personnel en fait, c'est pas un travail qui dépend de l'autre parce que sinon ça veut dire qu'on va placer l'autre dans une position qui est pas de l'amour en fait, qui est de la dépendance au final. L'amour c'est vraiment partager des choses. La dépendance c'est j'ai besoin de toi pour ça. Et en fait théoriquement on est censé avoir besoin de personnes pour ce qui nous appartient à nous en fait. Très bien. Question numéro 1. Du coup, je reprends celle d'avant, c'était alors que pourrais-je faire pour avoir confiance en moi ? Alors, dans les relations amoureuses et dans les relations, ce qui est important, c'est, comme j'ai dit peut-être tout à l'heure, c'est de faire la différence entre moi et l'autre. En fait, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est comme si on pouvait mettre deux petites personnes et faire un trait entre les deux. Donc là, il y a l'autre, là, il y a moi. L'autre, il m'envoie quelque chose. Donc, par exemple, si on prend, je sais pas, un exemple de mon conjoint qui me dit j'aime pas ta robe, admettons. Ok. Ouais. Ça, c'est ce que lui, il envoie, en fait. Et après, il y a comment moi, je le reçois. Et en fait, ce qui est le seul travail, en fait, à faire, c'est comment moi, je le reçois et pourquoi je le reçois comme ça. C'est-à-dire, pourquoi ça m'atteint ? Est-ce que moi, j'aime ma robe ? Est-ce que j'ai envie de m'habiller comme ça ou autrement ? Parce qu'en fait, l'autre, il dit juste son goût, en fait. Il dit juste sa préférence. Alors après, ça dépend la forme avec laquelle c'est dit. Évidemment. Le travail sur soi, c'est vraiment le travail sur soi. C'est comment je réceptionne, en fait, ce qui m'arrive de l'extérieur. Ouais. Si on me dit t'es pas belle, si moi je me trouve belle, je m'en fous en fait qu'on me dise que je suis pas belle. Si par contre je me trouve pas belle, ça va vachement me toucher. Ouais. Donc c'est comment je reçois ça et pourquoi moi je me trouve pas belle et qu'est-ce que moi je peux faire pour me trouver belle en fait, par exemple. Du coup, arriver à en sortir quelque chose de constructif, du coup, plutôt qu'un schéma un peu destructif de la réception du message. Ouais. Je vois par exemple quand tu dit
quand son conjoint dit je vais passer une soirée avec des amis, elle se dit il ne veut pas passer une soirée avec moi, tout ça, c'est peut-être que juste ce soir-là, en fait, il a envie de voir ses amis, ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus. En fait, j'ai l'impression que dans son fonctionnement, elle se dit mais c'est parce qu'il ne veut pas être avec moi et tout ça. Et c'est vrai que là, il y a une forte part d'interprétation du coup, et qui est de la fiction. Qui est de la fiction. Et du coup, après, elle en profitait aussi pour voir ses amis. Et du coup, c'est un bon temps aussi en disant écoute, il n'est pas là, cool. Du coup, moi, je vais pouvoir soit me faire ma soirée moi toute seule ou voir mes potes. Une fois de plus, c'est la réaction à une situation, quoi. Là, tu fais le choix de rentrer dans un truc négatif, du coup, volontairement. Mais je pense que c'est compliqué de s'en rendre compte et d'avoir ce recul-là. C'est important de faire justement cette distanciation avec l'autre. C'est l'autre, il a déclenché quelque chose en moi et tout ce que je dois faire, c'est comprendre en fait ce que ça a déclenché en moi. Par exemple, voilà, il est parti, je me sens abandonnée. Si je continue à rester focalisée sur c'est lui qui est méchant parce qu'il est parti, parce qu'il m'a laissé, je vais nourrir des émotions négatives. Si je me dis mais comment ça se fait que je me sens abandonnée, alors il y a deux choses, c'est d'un côté sur soi, comment ça se fait que je me sens abandonnée, pourquoi quand je suis toute seule je ne sais pas quoi faire ou je reste dans l'attente. Beaucoup d'hypersensibles sont beaucoup dans l'attente de partager, de vivre des choses et beaucoup ont des carences affectives et se sentent abandonnés, c'est vrai. Donc après ça vient chercher aussi à l'enfance et à plein de choses, mais il y a ce côté-là et ensuite il y a est-ce que ça me convient. En fait ça sert à rien de rester avec des pensées confuses et parasites, c'est vraiment faire la part des choses et d'un côté moi pourquoi je me sens abandonnée. De l'autre côté, mon conjoint, il est pas là une fois par semaine ou il est jamais là. Tu vois, il y a aussi il y a aussi des choses concrètes, on va dire. Et en fait, en vérité, j'ai jamais à en vouloir à l'autre. En fait, l'autre, il est comme il est. Et si on était vraiment libre, la seule question, c'est est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Mais l'autre, il est pas méchant. Ça veut dire si mon conjoint, en même temps, il aime jamais être là, il fait rien de mal. C'est juste que moi, ça me convient pas, en fait. C'est important, ça. C'est dur à assumer aussi. Ouais, parce que sinon tu rentres toujours dans les mêmes schémas et en fait ta vie tu te dis en fait j'y arrive jamais, je tombe toujours sur des personnes qui au bout d'un moment c'est qu'il faut travailler autre chose en fait et que ça se passe là quoi en fait à l'intérieur et pour en faire justement quelque chose de constructif. Ça se posait la question de pourquoi en fait j'ai l'impression que je me retrouve seul et pourquoi j'aime pas être seul et du coup traiter cette question de en fait faut que j'apprenne à être seul. La seule personne que tu peux contrôler et sur qui agir c'est toi-même en fait. Donc une fois que tu as compris que tu pouvais faire ça déjà. Mais c'est intéressant quand tu dis de ne pas en vouloir à l'autre en fait. C'est intéressant ça. C'est plus difficile parce qu'en fait ne pas en vouloir à l'autre ça amène à changer soi. Et apprendre à assumer, en fait, à assumer ses choix, sa vie, ses goûts, ses préférences. Donc, c'est plus dur. Et c'est tout le monde. Hein. Tu vois plein de gens, par exemple, qui vont rester dans le même travail pendant 20 ans en disant que ce travail ne leur convient pas, par exemple. Mais ils vont quand même y rester. Voilà. Donc, après, forcément, reprendre sa part de souffrance, d'insatisfaction, ça amène à bouger et c'est pas facile, en fait. Ça fait peur. Ouais, c'est vrai. Du coup, la dernière question était, c'est la question un peu plus existentielle. Existe-t-il des personnes qui ne sont tout simplement pas faites pour les relations amoureuses durables ? On essaye d'y arriver, on vous dira à la fin de notre vie. On fera un petit schéma. Rendez-vous dans 50 ans. Je compte vivre au moins 50 ans de plus. Moi, là où j'en suis, je me dis que les relations, les hypersensibles, ils mettent énormément d'importance sur l'amour, la relation, etc. En fait, c'est censé, je pense, être du mouvement, en fait, comme tout le reste de la vie, et peut-être encore plus pour les hypersensibles, parce qu'on est très libre, en fait, à l'intérieur de nous. C'est des croisements de personnes qui vont se convenir ou pas. Et après, je pense que ce qui fait qu'une relation est durable, c'est que les deux personnes avancent en même temps, en fait, au final. Mais quand il commence à y avoir des insatisfactions, des problématiques, je pense pas qu'on serait censé stagner dedans, en fait. Facile à dire, mais... Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner aux hypersensibles ou des gens qui se découvrent hypersensibles? D'apprendre à s'observer déjà, de faire la différence entre se juger et s'observer. Donc s'observer, c'est un peu comme à partir d'aujourd'hui, voilà, j'ouvre le manuel de moi-même et je vais le remplir, quoi. C'est-à-dire je vais me regarder faire, je vais voir ce qui me plaît pas, comment je fonctionne, quelle est ma sensibilité, c'est quoi les thèmes qui me touchent et je vais apprendre à me connaître en fait mieux, sans me demander si c'est bien ou si c'est pas bien, quoi. Le prendre comme un jeu, en fait, comme un challenge envers soi-même, quoi. Ouais, comme un truc, c'est trop cool, en fait, c'est se rencontrer, en fait, au final.
Petite observation de soi-même, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et puis surtout, assumer cette hypersensibilité, parce que moi, de tous les gens que je vois, et t'en es vraiment une belle preuve aussi, c'est que de tous les gens que je vois qui assument cette hypersensibilité et qui comprennent que c'est un pouvoir, entre guillemets, ils font des choses magnifiques, en fait. Donc, on est en surconscience, on est en surperception, ce qui nous donne la possibilité d'avoir une vision du monde et des choses qui est quand même beaucoup plus essentielle. Et c'est dommage de ne pas en faire profiter aussi les autres gens, en fait. Parce que souvent, quand on est hypersensible, on se sent moins, on se sent différent, mais dans le côté négatif. Alors qu'en fait, on est plutôt des gens qui transmettent, qui créent, qui partagent. De choses à partager, et qui ouvrent les esprits. Parce que, justement, nous, on va souffrir en disant « Mais comment ça se fait que les gens ne comprennent pas, qu'en fait, ça serait mieux si c'était comme ça ?» En fait, justement, il faut croire en ce qu'on ressent, nous, et peut-être essayer de l'amener d'une façon pédagogue et pas dans la frustration de l'incompréhension, quoi. Je sais pas si... Plus dans la transmission, en fait. Très bien. Est-ce que tu aurais quelques lectures, des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des personnes à suivre? Bon, les Malambda, on voit évidemment les Malambda. Évidemment. Des supports qui pourraient inspirer ou aider les gens qui se cherchent un peu, des choses inspirantes. Je sais que souvent tu m'avais proposé des reportages sur Netflix ou des choses comme ça, des choses qui peuvent aider une personne qui se cherche ou qui connaît des personnes hypersensibles, justement, qui a envie un peu de comprendre un peu tout ce que c'est. Ouais. À la louche, comme ça te vient. Alors là, je pense, tu vois, pour le côté qu'on a parlé des stimulations sensorielles et tout ça, il y a The Minimalist, moi, qui m'a vachement parlé, parce que c'est quand même une façon de vivre beaucoup plus épurée qui convient beaucoup aux hypersensibles. C'est un documentaire qui est sur Netflix. D'accord. Allant avec, comment ça s'appelle, Marie Kondo, la méthode Kondo-Marie, qui est une méthode de rangement aussi, qui convient très bien aux hypersensibles. Après, sur l'hypersensibilité en soi, alors moi je lis pas beaucoup, donc je sais pas trop. Il y a les deux que je t'avais conseillés. Donc je pense trop et trop intelligent pour être heureux. Peut-être on a parlé beaucoup de blessures, de rejet, d'abandon, de choses comme ça, et d'interprétation. Moi je pense qu'il y aurait les 4 accords Toltec, peut-être à conseiller, c'était une que j'ai lu, et les 5 blessures de l'âme. Je pense qu'ils peuvent... Enfin, moi, qui m'ont fait du bien, et du coup, je pense qu'ils peuvent rentrer un petit peu dans ce... Mais ça, c'est pareil. Est-ce que c'est pas un piège de lire trop de bouquins et de s'enfoncer là-dedans? Est-ce que... Alors, on va me traiter de complotiste, mais je le prends. Mais est-ce que... Complotiste. Théorie du complot. Du coup, est-ce que il y a, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas devenu un business aussi, l'hypersensibilité? Est-ce que c'est pas devenu quelque chose de un peu gourou et juste de moyen de faire du pognon? Et c'est pour ça qu'il y a énormément de bouquins là-dessus. Est-ce que tout est bon à prendre? Est-ce que finalement on risque pas de s'enfermer soi-même dans ces lectures-là? Oui, moi je pense que de toute façon, rien n'est censé venir de l'extérieur. C'est-à-dire on a tout en nous, si on sait se ressentir, se comprendre, observer autour de nous, etc. On n'a pas besoin en vérité. Enfin, comme je disais, moi je suis spécialiste de l'hypersensibilité, j'ai lu un bouquin, donc c'est pas ça qui fait que je vais comprendre mieux l'hypersensibilité, parce que on a tous une façon particulière d'appréhender le monde et les choses, et ce qui est important, c'est d'aller la chercher, en fait, cette façon-là. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément pour tout ce qui est extérieur, en fait. D'accord. Moi, j'ai presque la phobie inverse, tu vois. C'est que, je crois que je t'avais dit, c'est que j'ai peur de lire, de regarder des trucs et tout, parce que j'ai l'impression que ça va me distraire et me désorienter de ma propre compréhension, en fait. Donc, en fait, pour se connaître mieux, il vaut mieux se mettre tout seul avec un carnet et écrire que d'acheter 10 bouquins à la Fnac. Ah oui, carrément. Moi le côté bouquin, juste pour rebondir par rapport à ça, c'était le fait de lire dans des livres ce que je pensais déjà dans ma tête. Oui. Ça m'a aidé, moi, à me dire, à valider, parce que j'avais besoin de cette validation. Et le fait de me dire, putain, c'est quelqu'un, tu vois, qui l'a écrit et tout ça, mot pour mot, ce que j'avais dans ma tête, du coup, ça m'a fait dire, bon, ok, voilà. Donc maintenant, ces livres, ça a été des outils pour m'aider à moi m'auto-développer tout seul maintenant. Mais par contre, j'ai eu besoin de le lire ou de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une validation pour toi. Ouais, sinon je me disais non, mais je suis pas légitime, tu vois, dans ce truc-là. Et pour en revenir à ce que tu dis, une goutte de pratique vaut mieux que tout un océan de théorie. Oh putain.
C'est pas de moi, c'est de Cédric Michel, je tiens à le signaler. On t'embrasse. Cédric Michel, si tu nous regardes. C'est pour ça que moi je pense que j'ai une vision différente de Je pense trop. Par exemple, on parlait du bouquin de Petit Colin. Ouais. Et moi, quand je l'ai lu, en fait, je me suis un peu forcé à le finir déjà. Et en fait, j'ai fermé, en fait, j'ai rien appris, quoi. C'est juste, j'ai juste lu ma biographie, en fait. Ouais. Et j'ai pas trouvé. Ça. Et moi, c'était important de lire ma biographie. C'était important pour toi de le lire. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit ce qu'il y avait dans la tête. Donc, ok, tu commences à. Enfin, voilà. Donc, il y a autant de cas et de personnes, en fait. Donc, voilà. Mais ouais, en tout cas, pour finir, c'est toujours. Quand on parlait tout à l'heure de toutes ces informations qui entrent et qu'il faut peut-être épurer et choisir, vraiment, je pense que moins il y a d'informations qui entrent et plus il y a d'informations qui sortent, entre guillemets, et mieux c'est. Donc, il vaut mieux se poser et se dire, j'écris, voilà, c'est quoi pour moi l'hypersensibilité, que de lire un bouquin sur l'hypersensibilité et d'aller chercher vraiment en soi ce que nous, en fait, la vision qu'on a des choses, en fait. D'accord. Et ça, et pour ça, il faut se faire confiance un peu et se faire confiance, c'est important, quoi. Et tester, tout simplement, se lâcher. Oui. Tu vois, c'est comme, soit je regarde un tuto pour faire une recette de cuisine, soit j'essaye. Ouais, à l'inspire. Ouais. Et là, je me développe, en fait, quand je fais ça. Ouais. Se développer, c'est sortir des choses de soi, en fait. C'est faire des expériences. Ouais. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi? Quelque chose que tu as envie de dire, un sujet à aborder ou une petite conclusion de ta part? Est-ce que tu as envie Je sais pas. Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses et que, en fait, voilà, hypersensible ou pas hypersensible, le but, c'est toujours pareil, en fait. C'est de se penser comme quelqu'un d'individuel, d'unique et qui a juste besoin de se comprendre lui et d'avancer avec ses propres clés. En fait, là, on parle d'hypersensibilité, mais on peut parler de quelqu'un qui est amputé, peu importe, en fait. C'est qu'on part tous de bases différentes. Quand on voudrait être à la même base, ça fonctionne jamais, on se fait juste souffrir. C'est juste, je comprends mes bases, je comprends mon fonctionnement, c'est pas les mêmes que celui d'à côté, mais en fait, je m'en fous. Donc ça permet de laisser de côté la comparaison aussi, ça fait du bien. Ouais. C'est juste moi, en fait. C'est moi, dans mon chemin, c'est ma route à moi, elle est différente de celle des autres. Et pour bien la vivre, il faut juste que je comprenne qui je suis, en fait. Merci beaucoup, Charlène. Merci beaucoup, Charlène. On était très, très contents, heureux et honorés de t'accueillir pour ce dernier épisode de la saison des Man Lambda. Ouais. Ça nous a fait très plaisir que tu aies accepté notre invitation. C'était la première fois qu'on faisait... C'est la première fois qu'on faisait un épisode à 3 personnes, avec une personne extérieure. Donc, on a ouvert notre intimité à toi. Du coup, voilà, on était très contents de partager ce moment avec toi. Eh bien, écoutez, c'est la fin de la saison 1, j'ai l'impression. Mais du coup, si c'est la fin de la saison 1, ça veut dire qu'il y aura une saison 2. Dis donc, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des épisodes? Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à se voir? Allez, d'accord. Allez, d'accord. Allez, on fait ça? Allez, on fait ça. Allez, tape là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez appris des choses comme nous on a appris des choses, et surtout j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Voilà, on vous souhaite de passer de bonnes vacances. On vous rediffusera des épisodes par-ci par-là pour vous accompagner sur la plage ou sur la route des vacances, voilà, pour pas que vous nous oubliez. Et puis on essaiera de revenir en force à la rentrée. Tout à fait. Et ben voilà. Merci Charlène. Merci Charlène. Merci à vous. Merci Laurent. Merci Sébastien. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt. Et à bientôt, bonnes vacances. Salut, ciao. Lambda.